Comme je le disais, la France a été le premier pays à porter cette réforme ambitieuse et se trouve scrutée par l'ensemble de nos partenaires. Bien entendu, les plateformes n'ont pas accueilli avec joie les dispositions de cette loi qui réduisent le value gap et Google en particulier a usé et use encore de manœuvres que l'on peut qualifier de dilatoires et trouver des interprétations à son avantage. Les difficultés de la presse ont de plus été accrues par la crise du Covid qui a accéléré la digitalisation des contenus et renforcé les plateformes. Des recours ont été déposés devant l'autorité de la concurrence, dont tout laisse à penser qu'ils permettront de rétablir un peu de bonne foi dans les négociations. C'est donc un sujet complexe, épineux mais essentiel que nous traitons ce matin. Je vais donc proposer à Jean-Marie Cavada de s'exprimer en premier afin de nous exposer les ambitions de la directive d'avril 2019 et de nous donner un premier bilan au niveau européen de son application. Je donnerai ensuite la parole à l'auteur et rapporteur de la proposition de loi, notre collègue David Assouline, pour nous rappeler non seulement la lettre, mais aussi et surtout l'esprit de cette loi sur les droits voisins. Il pourra, à cette occasion, s'il le souhaite, interroger, enfin je suis sûr qu'il le fera d'ailleurs, je ne sais pas s'il le souhaite, Jean-Pierre de Keraoul, représentant de l'Alliance de la presse d'information générale, la PIGE, Fabrice Friese, président de l'AFP, Alain Auger, président du syndicat de la presse magazine SEPM, qui est en visio, je crois, Florence Braca, secrétaire générale de la Fédération française... Directrice générale de la Fédération française des agences de presse, Laurent Bérard-Kellin, président de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, Augustin Napels, vice-président du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, en charge de l'institutionnel, qui est également en ligne. Afin de permettre les échanges les plus interactifs possibles avec l'ensemble des sénatrices et des sénateurs présents ou en visio, je demanderai à chacun des orateurs de se limiter et de ne pas dépasser 7 à 8 minutes de temps d'intervention pour que notre table ronde soit la plus vivante possible. Et je passerai également, à l'issue de ces interventions, la parole à Michel Laugier, à l'ensemble des sénatrices et des sénateurs. Monsieur Cavada, vous avez la parole. Ah, c'est le bouton rouge, oui. Merci. D'abord, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices et chers ex-collègues, puisque j'ai été journaliste, et chers amis, merci de votre invitation et de votre présence. Quand nous avons construit la directive droit d'auteur, c'était l'aboutissement d'un travail de pratiquement une dizaine d'années, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Français étaient vus en Europe un peu comme les derniers défenseurs à cheval avec un étendard de ce qu'ils appelaient l'exception culturelle française. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne facilitait pas notre travail de réunir des majorités pour faire voter des textes. Mais petit à petit, nous avons pu, avec un certain nombre de collègues, notamment français, mais aussi espagnols, italiens, belges et parfois allemands dans la nuance, car les Allemands sont extrêmement divisés sur ces sujets, ou en tout cas très prudents. Nous avons pu petit à petit faire dominer l'idée que le travail de création artistique d'une part et de création journalistique d'autre part, puisque c'est un tout, était un travail qui supposait un investissement, des coûts, et par conséquent qui méritait d'être traité comme une richesse qui avait sa vraie valeur. Petit à petit, ce travail a abouti de telle manière qu'en 2016, la Commission a réfléchi à mettre sur la table un texte de proposition, comme c'est la loi, comme c'est l'usage et comme le disent les traités. Et d'autre part, les deux co-législateurs que sont le Conseil des États membres d'une part et le Parlement européen d'autre part, ont essayé d'arriver à quelque chose qui soit acceptable par un maximum d'États membres d'une part et un maximum de groupes politiques, puisque, in fine, c'est là que ça se passe. En 2019, le texte a été voté en commission des affaires juridiques, dont j'étais vice-président et d'ailleurs porteur, pour disons, trouver un affinage qui soit suffisamment représentatif des intérêts de la création d'une part
et qui soit acceptable par les groupes politiques puisse être voté. Ce fut le cas fin mars ou début avril 2019. Puis nous nous sommes présentés en plénière et là nous avons été battus, assez sèchement d'ailleurs, parce que Google, si ses représentants sont dans la salle, je suis obligé de dire que je ne les mélange pas à l'action du siège, encore que je suis méfiant de tous bords, s'est livré à un travail de lobbying et de propagande extravagant. Je dois dire que ce travail il faut que vous connaissiez les conditions de cette affaire. Ce travail de propagande ne s'est pas limité à ce que le bon usage permettrait d'accepter, c'est-à-dire dépenser de l'argent dans des cabinets conseils, des cabinets d'avocats, des entreprises de lobbying pour aboutir. Non, il y a eu beaucoup de menaces. On a par exemple carbonisé mon ordinateur avec 7000 messages pendant une nuit, avec des robots. Celui du président du Parlement européen a subi le même sort. Bref, et je vais être très précis, des méthodes de voyous ont été employées pour essayer d'empêcher la loi d'aboutir. Mais finalement, en plénière, après avoir perdu, nous avons continué à négocier pendant tout l'été 2018, et nous sommes aboutis en septembre en plénière, et la loi a été adoptée. Suit alors toute une période qui en France s'appellerait la préparation et l'écriture des décrets d'application, et qui dans les institutions européennes s'appelle le trilogue, puisqu'en France c'est l'exécutif qui écrit. Dans les institutions européennes, ce sont les trois pouvoirs qui sont assis autour d'une table pour écrire dans quelles conditions s'applique la loi. Et nous avons abouti à un vote tout à fait clair et net et extrêmement de bons résultats. Et c'est ainsi donc que la loi droit d'auteur, droit voisin a été publiée. La France, vous venez de le dire, a sauté sur le cheval, si je puis dire, avec notamment l'ardeur qu'on lui connaît de M. Mignola à l'Assemblée nationale, pour faire transposer cette loi dans la foulée. C'était assez bien de la transposer, mais ça comportait aussi un risque, c'est que ça pouvait affaiblir, le consensus nécessaire pour qu'il soit appliqué dans les mêmes conditions partout en Europe. Puis la loi est arrivée chez vous dans les conditions que vous venez d'exprimer, cher Président, et donc les choses se sont mises en route. En Europe, la loi est loin d'être transposée de façon importante. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de débats. Je n'ai pas fait le bilan de pays qui l'ont adopté. Peut-être avez-vous de meilleures informations que moi d'ailleurs sur ce sujet. En Allemagne, elle a posé des problèmes et je dois dire que je me suis trouvé dans cette affaire devant un spectacle assez étrange. Le législateur, après avoir consulté la totalité des professions concernées par l'appauvrissement de la presse, puisque c'était de ça qu'il s'agit, c'était une menace de mort financièrement parlant, n'ont pas su garder, dans la plupart des pays, l'unanimité qui leur aurait donné d'ailleurs un résultat bien plus important. Parce que je voudrais dire ici la chose suivante. Autant l'Australie seule est une petite, est un petit marketplace, un petit marché, vu de Google, vu de Facebook et quelques autres. Autant le continent européen, ils ne peuvent pas s'en passer. On ne se passe pas de 400 millions de consommateurs. On peut se passer de 30 millions de consommateurs quand on est ces groupes-là. Mais 400 millions de consommateurs, non. Et je voudrais dire publiquement que si cette loi, nous sommes très heureux de nous être battus pour qu'elle aboutisse, ça n'est qu'un début. Et si ce début devait être suivi de quelque chose de plus ample, pour renverser le rapport de force, non seulement sur la concurrence, mais sur les droits fondamentaux et sur tout un tas de sujets, eh bien, il faudrait pour ça reconstituer une unanimité pour que les deux camps puissent parler d'égal à égal. Très clairement, ce que j'ai appris, moi, dans cette affaire, c'est que la puissance financière leur permettait, aux GAFA, d'envisager de passer par-dessus les règles des États. Là, vous avez vu qu'un nouveau texte est arrivé au niveau européen, le Digital Services Act, et pour la concurrence, le Digital Market Act. Eh bien, au fond, c'est un virage assez historique, mais ne nous leurrons pas, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas, à mes yeux, suffisamment loin, et une nouvelle bataille devra commencer
pour que nous cessions de voir des groupes dont la richesse financière est une vraie menace, on l'a vu d'ailleurs avec l'Australie, pour que ces groupes s'asseyent autour d'une table et acceptent les lois du marché sur lequel ils veulent exploiter leurs produits. Ça n'est pas encore le cas. On le voit bien d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, et j'en terminerai là pour l'instant, cher Président, il faut bien dire que les disparités fiscales qui ont cours dans l'Union européenne ne permettent pas, disons, de taper du poing sur la table pour avoir une négociation d'égal à égal. Le biais de la concurrence par lequel se sont battues les entreprises de presse était, de mon point de vue, un très bon biais. Il faut d'ailleurs aller plus loin. Il faut aller plus loin, en Europe en tout cas. Mais ce premier pas a quand même permis à un certain nombre d'entreprises de commencer à glisser le pied dans la porte. Et je souhaite aux entreprises de presse de penser une chose. Je leur souhaite de penser à quelque chose de très précis. N'oubliez pas les entreprises qui vous fournissent, donc les agences notamment. N'oubliez pas les entreprises qui illustrent vos produits, c'est-à-dire la photo. Et de cette façon-là, regroupez-vous tous ensemble pour une deuxième étape qui sera absolument indispensable, parce que quand vous aurez fait vos comptes les uns et les autres, vous vous apercevrez que souvent c'est de la monnaie de sortie de messe que ces entreprises consentent, avec quelque chose que je trouve tout à fait insolent, qui consiste, c'est le fameux Google Showcase, c'est-à-dire 63 ou 68 millions d'euros sur 3 ans, ça fait 20 par an. Quand on voit les bénéfices et le haut de bilan de ces entreprises, c'est vraiment inacceptable. Et pourquoi est-ce inacceptable? Parce que sans la presse, il n'y aura plus d'information. Il n'y aura, à moins que ces gens-là ne se mettent à engager des journalistes et créer des rédactions. Google, pas un journaliste. Facebook, pas un journaliste. Twitter, pas un journaliste. Et je pourrais comme ça décliner. Donc c'est tout à fait insupportable. Pour une autre raison, et j'en terminerai par là, nous savons que s'agissant des news ou fake news, en France et partout dans les démocraties, la loi de 1881, pour ce qui nous concerne, a réglé le problème de la liberté d'expression et de sa responsabilité d'expression, et que par conséquent ça marche. Et c'est vers ça qu'il faut aller, mais vous voyez bien qu'il y aura de nouvelles batailles qu'il faudra engager. Pour ce qui nous concerne, notamment l'Institut que nous avons créé avec des juristes, eh bien, nous serons à vos côtés pour essayer de populariser cette affaire. Je vous remercie. Merci pour la clarté et la force de votre propos introductif. Je vais donner la parole à David Assouline pour qu'il nous rappelle la lettre, mais aussi l'esprit de la loi de transposition. Oui, merci Monsieur le Président, merci Jean-Marie Cavada, parce que bien entendu, nous avions compris que c'était d'abord un combat européen, étant donné que déjà des pays s'étaient risqués à essayer de faire le bras de fer, l'Espagne et l'Allemagne, et que pris séparément, ils n'ont pas pu tenir longtemps face à la violence des rapports qu'impose Google. C'est-à-dire que c'est dans la concurrence générale entre entreprises, on peut dire que l'attitude de ce type de plateforme est tellement dominante qu'elle se permet une arrogance et qu'elle se permet des rapports de force très brutaux. Vous avez même employé des mots précis et sévères sur leur façon en plus de peser sur la démocratie et sur ceux qui légifèrent. Donc ça a passé par l'Europe. Je veux vraiment rappeler, parce que ce n'est pas toujours que c'est comme ça, c'est la France, mais c'est le Sénat qui a voulu transposer vite. Comme quoi on est utile, et on a voulu transposer vite en faisant deux paris. Le pari, c'est qu'on donnait le là pour que les autres pays transposent aussi et que le rapport de force s'établisse assez vite, en donnant un cadre de droit. Tout le monde cherchait quelle était la bonne formule. En faisant un autre pari sur lequel on va voir si on se ravise, qui était
à partir du moment où le législateur français, à l'unanimité, décidait un cadre, que les plateformes allaient rentrer dans cet état d'esprit, dans cet esprit que nous avons voulu insuffler, et jouer le jeu. Et le troisième, c'est quelque chose où je vais vous interpeller, très franchement. C'était le pari de l'ensemble des acteurs qui bénéficieraient de cette loi. Agences et éditeurs, tous confondus, puisque c'était un front uni, qui était même venu m'alimenter, moi et la commission, pour pouvoir légiférer. Ce front uni soit là jusqu'au bout, parce qu'on sait, et on savait, on se l'est dit 10 fois, que Google essaierait de découper en saucissons tout ça, et avec des offres qui pourraient être même des fois attractives. Là, en plus, je mesure qu'elles ne sont pas du tout attractives. C'est-à-dire que c'est pour pas grand-chose que la division s'est opérée. Et il y avait un engagement général de l'ensemble des familles de la presse et des éditeurs pour avoir ce front uni. Parmi les éditeurs, je vois qu'il n'est pas là. Et pire, j'ai décidé d'engager ce combat saisi d'abord par les agences de presse, qui souffraient, notamment les petites agences, qui souffraient de ce pillage parce que les photos, etc., c'est une profession qui est en train de mourir avec le numérique. Et là, les agences de presse sont laissées sur le bas-côté des négociations qui ont été engagées, et le front uni s'est un peu brisé. Donc voilà, je voulais dire les choses un peu brutalement, parce que ce combat, bien entendu, va continuer. Peut-être qu'il faudra légiférer encore, parce que nous avons fait le pari de la collaboration des plateformes. Nous avons écarté des solutions plus fermes que l'Australie a envisagées, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'aboutissement aux négociations, eh bien il y a sanction de la part de l'État. Je l'avais écarté pour ne pas faire de la surtransposition, mais aussi en se disant que peut-être, vous, la presse, vous le vivez tous les jours, mais ce n'est pas possible de bâtir un monde et une société aujourd'hui avec des plateformes qui dominent la diffusion de l'information et de la communication en général et des interactions entre les gens, qui ne se rendent pas compte à quel point l'existence d'une presse professionnelle devient un enjeu démocratique majeur. On l'a vu aux États-Unis. Si l'information, c'est tout et n'importe quoi, qui peut circuler, supplanter tout ce qu'a constitué la presse comme apport au débat démocratique, alors, quel monde on construit? Et le fait aujourd'hui de le dire fortement et de le rappeler, c'est rappeler à ces plateformes qu'elles peuvent, certes, faire de l'argent, mais ça ne peut pas être sur le dos des fondamentaux aujourd'hui de l'avenir du monde. Avec la presse, elle a un devoir, on ne lui demande pas l'aumône, c'est un devoir aujourd'hui auquel elles doivent être assujetties, et arrêter l'immoralité de se faire de l'argent, et encore plus de l'argent quand il y a une pandémie, parce qu'il y a des gagnants, il y a des perdants, ils ont gagné, et de mégoter quelques millions pour que la presse puisse vivre. Merci. Donc sur cette interpellation, je vais donner la parole successivement à chacun d'entre vous, en vous demandant encore une fois de respecter le temps de 7 minutes pour que cette table ronde soit la plus vivante possible. Je vais commencer par Monsieur de Keraoul pour l'Alliance de la presse d'information générale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices et chers collègues, dans ce dossier des droits voisins, l'essentiel était et toujours de faire exister un marché des contenus numériques. Pour qu'un marché existe et vive, il faut qu'il y ait un équilibre.
Et donc l'objectif est évidemment de rééquilibrer des rapports, et dont on sait bien qu'ils sont des rapports de force souvent terribles, mais rééquilibrer ces rapports entre, d'une part, les grands acteurs du numérique qu'on connaît bien, et d'autre part, les producteurs de contenu que nous sommes tous, nous, agences ou éditeurs de presse. N'oublions pas que le sort de ces contenus de presse et le sort des entreprises qui les produisent est indissociable de la régulation du marché du numérique en général, et qu'on ne peut pas raisonner simplement pour nous, indépendamment du problème de la régulation du marché du numérique en général, qui aujourd'hui est un chantier ouvert par l'Union européenne, et qui, au-delà de ce chantier ouvert par l'Union européenne, on sait qu'il y a le DSA et le DMA qui sont en discussion, il y a une sorte de nouvelle donne mondiale qui est en train de se construire. On voit ce qui s'est passé en Australie, on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où de façon très importante, il y a une sorte d'accord bipartisan pour autoriser ce qui aux États-Unis est un fait nouveau majeur, les éditeurs à négocier collectivement leur situation pendant une durée de 4 ans. C'est un événement absolument majeur. Donc il y a un mouvement mondial qui est en train de se dessiner et qui peut-être peut nous donner un peu d'optimisme, un peu d'espoir. Alors, pour revenir à ce qui relève de l'Alliance, donc de la presse quotidienne et hebdomadaire régionale en France, comme vous le savez, elle a signé un accord cadre avec Google après 16 mois de négociations extrêmement dures et après avoir été, comme l'ensemble de la presse, l'objet de menaces et de chantage de la part de Google au mois de septembre 2019. Donc nous avons signé un accord qui a été, cette période de 16 mois a été accompagnée de plusieurs procédures contentieuses qui sont toujours en cours. Et comme l'a dit très bien Jean-Marie Cavada, c'est une première étape. Et ce n'est pas autre chose qu'une première étape. C'est un long chemin qui nous attend, nous le savons très bien. Ce sera une longue bataille. C'est une première étape, rien de plus, mais rien de moins. Alors, qu'avions-nous en tête dans cette négociation? 2 préoccupations majeures. Première, la reconnaissance du droit voisin. Alors, ça peut paraître évident ou surprenant, surtout dans cette enceinte, qu'on considère comme une grande victoire d'avoir simplement obtenu l'application de la loi. Mais comme vous l'avez dit les uns et les autres juste avant moi, pour des acteurs de cette dimension, ce n'est pas du tout évident. Et on sait bien, on a mesuré à quel point, pour Google par exemple, reconnaître la loi, ça ne va pas du tout de soi. C'est totalement, la proposition de rémunérer des contenus est totalement étrangère au modèle économique d'un géant mondial comme Google. C'est même le contraire de leur raison d'être, puisque la définition même de leur fonction, c'est de faire circuler des contenus qu'on n'achète jamais. Alors, nous avons obtenu, après 16 mois de combat, cette reconnaissance claire, officielle, de la part de Google, dans cet accord cadre, qui encore une fois est un accord cadre, que désormais, les rémunérations qui pourront être versées aux éditeurs ou aux agences de presse, mais s'agissant de nous, évidemment, ne parler que des éditeurs, le seraient en vertu d'un droit et non plus d'une générosité, d'une subvention, d'un mécénat occasionnel qui peut être consenti par Google, en l'occurrence, ou par d'autres. Pour l'avenir, c'est essentiel. Et c'est pour ça que nous sommes battus pour obtenir cette reconnaissance. Et c'est pour ça que nous avons accepté de signer un accord, parce que nous avons privilégié en permanence le moyen terme et l'intérêt collectif sur le court terme et la rentabilité immédiate. Donc nous avons obtenu la reconnaissance claire dans un contrat cadre du droit voisin par Google. La deuxième préoccupation que nous avions dans cette négociation, c'était l'universalité. Alors j'entends bien que tout dépend ce qu'on met derrière universalité. Le sénateur Assouline a dit à quel point il aurait souhaité, et il souhaite toujours, et je comprends, que l'ensemble des acteurs soient concernés par une négociation. De fait, Google a strictement, clairement refusé d'avoir une négociation globale. Ça ne tenait pas aux acteurs, quels qu'ils soient,
ni nos confrères, ni nous-mêmes. Mais clairement, la volonté de Google était de ne pas avoir une négociation globale. Ils ont accepté à grand-peine d'avoir une négociation avec l'Alliance pour l'ensemble des éditeurs de l'Alliance. Je dis bien pour l'ensemble des éditeurs de l'Alliance. Et ça n'allait pas non plus de soi. Donc ce que nous avons obtenu, et ça correspondait à notre deuxième préoccupation, c'est que la totalité des éditeurs de presse quotidienne, nationale, régionale ou hebdomadaire régionale, quelle que soit leur dimension, quelle que soit la puissance de leur marque, y compris les 200 petits éditeurs en France qui font vivre le pluralisme, soient concernés par cet accord de la même façon. De la même façon. Donc ce principe d'universalité a été reconnu et Google ne peut pas, en vertu de cet accord, faire son marché au sein de la presse d'information politique et générale. N'oublions pas que dans cette négociation, et c'est très important pour la suite, nous avions 2 points d'appui, la directive et bien entendu la loi française. Nous avons joué au maximum avec ces 2 points d'appui et puis nous avons eu surtout l'appui de l'autorité de la concurrence sans laquelle nous n'aurions rien pu faire. Nous n'aurions pas pu aboutir du tout. Donc nous avions ces bases juridiques et cette pression de l'autorité de la concurrence qui nous a beaucoup aidés. Mais n'oublions pas que ni la directive, ni par conséquent la loi, ne peuvent contraindre à un accord dans les textes actuels. Le fait nouveau de la directive, c'est, pour parler un peu vulgairement, on n'a plus le droit de voler des contenus. Mais ce n'est pas du tout, on est obligé d'acheter des contenus. Et le fait nouveau de la loi, c'est, si vous voulez des contenus, il faut négocier avec la presse, mais ce n'est pas, vous êtes obligé d'aboutir à la négociation. Et donc il manque une brique à l'édifice, qui est la possibilité d'avoir un arbitrage, une procédure d'arbitrage, qui, en cas de blocage que nous avons connu, permet d'en sortir et permet d'aboutir. Je vais vous demander de conclure pour bien respecter sur ce point. Nous attendons les décisions, comme vous savez, de l'autorité de la concurrence. Nous espérons évidemment que ces décisions vont faciliter la négociation, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à des négociations d'entreprise entre les entreprises et Google. Ces négociations sont aujourd'hui suspendues parce que tout le monde attend les résultats et bien entendu, il faudra intégrer les résultats, les décisions de l'autorité de la concurrence dans les contrats qui devront être signés entre les éditeurs et Google. Bien entendu, l'enjeu de tout ça, c'est une bonne régulation. Nous espérons qu'au niveau européen, la DMA va également nous aider. Et nous en saurons plus dans les semaines qui viennent. Merci. La présidente de l'autorité de la concurrence, ici même dans cette salle, il y a quelques jours, a répondu à une question de Michel Laugier, annonçant justement la décision fin avril, début mai, si je ne me trompe pas. Fabrice Friis, président de l'Agence française de presse. Monsieur le Président. Bien, je crois que je ne vais pas consommer les 7-8 minutes que vous m'accordez, parce que pour nous, le bilan d'application qui est l'objet de cette table ronde est assez vite vu, puisque d'application, il n'y a pas. Nous sommes 19 mois après le vote de la loi, 10 mois après les injonctions de l'autorité, et l'AFP ne se voit toujours pas reconnaître le bénéfice du droit voisin par Google. Alors, il serait faux de dire qu'il ne s'est rien passé pendant 19 mois. On a eu des réunions extrêmement nourries avec Google. Jean-Marie Cavada a évoqué les méthodes de voyous de Google. Pour tempérer un peu ça, je dois dire que les équipes de Google France ce n'est pas contradictoire, sont composées de gens fort sympathiques et intelligents. Et nous avons simplement discuté essentiellement d'un partenariat commercial, un peu à l'image de ce qui a été proposé aux éditeurs, avec la grande différence que dans notre cas, Google refuse d'intégrer dans ce partenariat la reconnaissance de tout droit voisin. Donc nous en sommes là. Nous avons, là aussi Jean-Marie Cavada a utilisé une expression que je ne connaissais pas, qui est de la monnaie de sortie de messe. Moi je dirais plutôt qu'on voit dans ce partenariat commercial, qui n'est pas inintéressant, plutôt un peu comme la danse des 7 voiles, pour nous faire obliger l'objet initial de la discussion, qui est quand même le droit voisin, ce dont nous avons toujours voulu négocier.
La tentation, je ne le cache pas, existe de conclure ce partenariat commercial parce qu'on ne voit franchement pas le bout du tunnel. On dépense beaucoup d'argent en avocats, on a de très bons conseils, mais tout ça est long, coûteux. On n'a pas les mêmes moyens que les plateformes. Certains nous poussent à conclure pour en sortir. Alors au moment de signer le partenariat, je dois dire que j'ai 3 figures qui me viennent à l'esprit. Celle de Jean-Marie Cavada, dont je connais, et de tous ses partenaires du Parlement européen et des institutions qui ont bataillé pour que ce droit soit reconnu. Il y a celle du sénateur Assouline, de tous ceux qui, à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, ont aussi bataillé. Et puis il y a celle de Sami Ketz, chez nous, à l'AFP, qui a eu son rôle et qui a permis, par sa tribune, de réveiller un peu les consciences au moment du vote du Parlement européen. Voilà ce qui nous retient. Je ne sais pas si ça durera. On en est là. J'ai entendu en effet l'audition de la présidente de l'autorité ici même la semaine dernière, je crois, qui disait vouloir conclure avant la fin de l'année. Dont acte, tant mieux. Je me permets de souligner que pour que ce soit le cas, il faut qu'on ait vraiment un changement radical de méthode, qu'on ait un cadre contraignant qui soit fixé pour une négociation de bonne foi, pour que on parle enfin du seul sujet qui vaille pour nous, qui est la reconnaissance de la valeur de nos contenus. J'ajoute que nous allons dans cette bataille, ça a été souligné à plusieurs reprises, malheureusement très isolée. Je crois que dans les débats ici au Sénat, vous aviez redouté le front dispersé. On y est arrivé très vite. Le front n'a jamais vraiment existé au-delà du vote de la loi. Chacun a pris ses billes et je dois dire que Google a magnifiquement négocié, a divisé et a laissé entendre que ce qu'il s'agissait de discuter, ce n'était pas tant la valeur des contenus, mais c'était le partage d'une enveloppe budgétaire préfixée, en laissant entendre que les premiers signataires seraient les mieux servis. On en est là, c'est très regrettable, c'est comme ça. C'est ce qui explique aussi qu'on redoute ces discussions parce qu'on n'est pas en position de force. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alain Auger, président qui est derrière son écran, président du syndicat de la presse magazine. Monsieur le Président, on ne vous entend pas. Mettez votre micro. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les sénatrices. Merci, Messieurs les sénateurs. Merci, cher Jean-Marie Cavada, qui nous suit et qui nous assure régulièrement de son soutien sur ce mouvement très important. Je dois dire que je suis obligé de saluer la personne et l'habileté du représentant de la PIG, mais qui met les mots inverses sur la réalité de ce qu'il a accepté. L'accord qu'a signé la PIG avec Google est désolant. Il est absolument désolant par rapport. Il casse le mouvement mondial qu'il appelle de ses voeux. Il n'est pas la reconnaissance du droit voisin, mais la renonciation du droit voisin en l'échange de l'adhésion à un service, qui est un service Google qui va accentuer la discrimination entre les médias. Donc c'est tout à fait navrant. Quant à l'universalité, la PIG s'est assise sur le fait que c'est l'ensemble de la presse qui devait négocier, y compris les agences. Nous, SEPM, nous sommes très clairs. C'est nous qui avons initié la procédure auprès de l'autorité de la concurrence. Nous sommes nés variétures. Il faut continuer cette bataille-là. Nos groupes, petits et grands, à l'unanimité du conseil d'administration, a décidé de continuer le contentieux. Nous ne sommes pas à 1 an près, nous ne sommes pas à 2 ans près, surtout pour recevoir de la monnaie de Metz et poursuivre la domination des GAFA sur cette affaire-là. Donc c'est un combat de fond, c'est une course de fond, et il ne faut pas s'arrêter et se claquer à l'arrivée. Donc, que l'AFP soit assuré de notre entier engagement, nous y consacrons nos forces. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui? Il est simple, je reprends les mots du représentant de la PIG, il est bien que Google accepte que ça soit l'ensemble de la presse qui soit rémunérée. Deuxièmement, comme le demande l'autorité de la concurrence, sur la base de data claires, transparentes, éprouvées, de façon non discriminée et de façon raisonnable et qui permettent d'avancer. Google me fait penser à Alfred Sauvy. Alfred Sauvy nous a toujours légué l'idée que peu importe que
que quelqu'un soit riche ou pauvre. Ce qui est important, c'est que dans le système économique, ils reçoivent et redonnent plus au système économique. Google et Facebook sont des plantes carnivores qui assèchent le sol qui les nourrit. Et donc ça, il faut absolument corriger cet écosystème. Sans ça, on va vers une rupture, comme vous l'avez très bien dit, messieurs les sénateurs, une rupture économique, mais aussi une rupture sociétale. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, nous venons vers vous en vous disant, nous sommes très engagés dans cette bataille auprès de l'autorité de la concurrence, et c'est intéressant, nous sommes tout de suite nous tournés vers l'autorité de la concurrence, parce que clairement, les grands trusts américains, depuis Rockefeller et la Standard Oil, ils savent très bien que le point faible, c'est toujours les autorités de la concurrence, qui sont les seules, entre guillemets, culturellement capables de les réguler un petit peu. Deuxième idée, je pense que nous devons arriver à une négociation de bonne foi, mais pour ça, il va falloir sans doute quand même un petit coup de pouce législatif ou réglementaire, je pense, sur 3 sujets. Le premier, c'est une sorte d'obligation je crois qu'on appelle ça du must carry dans l'audiovisuel, donc une obligation de transporter de façon égale. Donc une espèce de... Google ne peut pas aujourd'hui, avec Showcase, décider quel média il va exposer ou quel média il ne va pas exposer. C'est quand vous êtes dominant à ce point-là, vous faites la pluie et le beau temps, vous ne pouvez pas décider de subventionner les abonnements de tel grand quotidien du soir et pas de tel autre. Ce n'est pas possible. Donc, il va bien falloir se décider à ce que ces plateformes soient neutres et accueillent également les acteurs de presse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il va falloir trouver un système non pas d'aumône budgétaire fixe comme dit par Google, parce que la PIG n'a rien obtenu du tout. Le montant fixé par Google en début de négociation et ce qui est arrivé à la fin, c'est le fameux milliard d'euros sur 3 ans décidé par Google depuis le début et qu'ils ont appliqué à la France. Bon, passons. Donc là, le sujet, c'est de trouver une métrique et je pense qu'il faudrait s'inspirer de l'audiovisuel et des obligations de rémunération du cinéma français par les grandes chaînes de télé. Je pense que c'est autour de ça qu'il faudrait qu'on puisse travailler. Ça supposerait évidemment qu'on puisse connaître simplement une donnée de base qui est le véritable chiffre d'affaires fait par Google en France, que nous n'avons évidemment pas obtenu, et je ne suis pas sûr que grand monde connaisse véritablement ce chiffre d'affaires-là. Mais je pense quand même que c'est autour de ça qu'il faut arriver à faire quelque chose. Voilà. Donc nous attendons que l'autorité de la concurrence sanctionne Google pour l'irrespect évident des injonctions qui lui ont été faites. Et 2, il faut ouvrir une discussion avec un tiers, et je pense en ayant sous le double égide d'une rémunération de la création de presse, l'ensemble de la création de presse par ces plateformes, et avec une obligation de neutralité et de must carry. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Merci, Monsieur le Président. Florence Braca, qui est directrice générale de la Fédération française des agences de presse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je commencerai par une citation. Les agences de presse doivent avoir les moyens de poursuivre leur mission et conserver leur rôle de référence pour toute la profession. Il est donc indispensable que leurs droits voisins, désormais reconnus au niveau européen et par la loi française, soient effectivement appliqués. Aucun acteur, quelle que soit sa taille ou sa nationalité, ne doit pouvoir s'affranchir des règles de partage équitable de la valeur qui garantissent une juste rémunération à ceux qui produisent l'information. Ce sont les propos de Madame la ministre Bachelot lors de la table ronde organisée par la FAP le 30 septembre dernier. Et ça va complètement dans le sens de propos de David Assouline, que je remercie pour son soutien depuis 2016 inébranlable. Les agences de presse jouent un rôle majeur dans la fourniture des informations qu'elles collectent, qu'elles recoupent et qu'elles vérifient par leurs journalistes. Elles proposent une offre éditoriale fondée sur une déontologie rigoureuse et un journalisme fondé sur l'investigation, l'enquête, qui permettent de nourrir la réflexion du citoyen, d'où le rôle démocratique des agences de presse. Elles s'adaptent aux besoins de leurs clients, les éditeurs, elles anticipent leurs demandes, elles innovent aussi avec des coûts conséquents. Elles contribuent également à la lutte contre les fake news, c'est aussi un enjeu démocratique. De fait, les agences de presse structurent le marché. Par exemple, plus de 80% des photos publiées sont fournies par des agences de presse aujourd'hui. Et depuis 2012, on assiste à un appauvrissement de ces agences et surtout à une disparition, puisque un quart des agences de presse en moyenne a disparu. Et en photo, c'est 35% de ce chiffre-là. Alors, les agences de presse, comme vous le savez, cèdent des droits limités aux éditeurs de presse, qui excluent les exploitations par des tiers.
Les agences savent très bien que les éditeurs ont un intérêt au référencement par Google de leur contenu. Aussi, leur but n'est pas d'interdire la diffusion de leur contenu au plus grand nombre, mais d'obliger ceux qui reprennent cette information originale produite par elles et en tirant un bénéfice financier direct ou indirect à participer au financement de cette information en payant pour leur utilisation. Le principe posé par la loi, d'ailleurs, relatif aux droits voisins, repose bien sur l'autorisation de l'agence de presse avant toute reproduction ou communication au public, totale ou partielle, de ces publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Donc, les intérêts des agences de presse et des éditeurs sont indissociablement liés. Et le but de cette loi, si j'ai bien compris, qui transpose cette directive, est bien une juste rémunération des acteurs aussi dans la protection de toute la chaîne de l'information, de la fabrication de l'information, de la collecte d'informations jusqu'à sa diffusion pour éviter toute spoliation. Et c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui. Alors, je vais reprendre rapidement ce qu'avait dit David Assouline dans son rapport, où il tenait donc à préciser la notion de publication de presse, qui est ce qui pose problème peut-être aujourd'hui, et à conforter la situation des agences de presse s'agissant de la protection de leur production au titre du droit voisin, en insérant les photographies et les vidéos, par exemple. Et si je reprends l'autorité de la concurrence, dans sa décision mesure conservatoire du 9 avril 2020, les agences de presse s'inscrivent pleinement dans le champ d'application de la directive et de la loi relative aux droits voisins. Cet aspect a été validé aussi par la Cour d'appel du 8 octobre, dont la décision est désormais définitive, qui dit que la loi de 2019, qui convient d'interpréter à la lumière des considérants 54, 57 et 58 de la directive qu'elle transpose, confère aux éditeurs et agences de presse des droits voisins du droit d'auteur. Donc, c'est clair, les agences de presse ont un droit voisin, mais c'est là où ça pose problème, c'est que Google ne le reconnaît pas. Et je vais en venir au deuxième point, nos négociations avec Google, puisque en vertu de la décision du 9 avril de 2020 de la concurrence, nous avons entrepris des discussions avec Google dès le mois de juillet, après avoir recueilli 42 mandats auprès de nos adhérents et après avoir mis en place une charte assurant le respect du droit de la concurrence dans le cadre des négociations envisagées. Au terme donc de l'article 1er de la décision, l'autorité de la concurrence a enjoint Google de négocier, notamment avec les agences de presse, de bonne foi, la rémunération due par Google pour toute reprise des contenus protégés de ces services, conformément aux modalités prévues à l'article 218.4 donc, du Code de la propriété intellectuelle, selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Le délai imparti était de 3 mois pour négocier. Or, dans une note que nous avons fait parvenir à l'autorité de la concurrence au mois de février dernier, nous avons relevé que Google avait fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée. Aucun accord n'a été trouvé pour les agences de presse, avec les agences de presse, mais surtout Google a refusé de négocier de bonne foi. Il n'y a pas eu d'accord car il n'y a même pas eu de négociation. En particulier, Google a refusé pendant près de 4 mois de nous présenter des critères qu'il devait nous communiquer pour commencer ces négociations. Il a usé de pratiques dilatoires, clairement dilatoires, et il n'a pas respecté le calendrier donc imposé par la décision. Quant aux critères finalement que Google a fini par nous donner, ils étaient discriminatoires à l'encontre des agences de presse. Alors pourquoi discriminatoires ? Parce qu'ils n'étaient pas adaptés à notre activité d'agencier, mais à celle des éditeurs de presse. Notamment car selon ces critères, Google n'aurait dû rémunérer les droits voisins que pour les personnes morales qui diffusent elles-mêmes des publications de presse. Or, seuls les éditeurs de presse effectuent une telle diffusion dans les faits. Donc en détournant la définition de publication de presse, Google a de facto limité le périmètre de la négociation aux éditeurs de presse et a démontré dans les faits son opposition de principe à l'ouverture même de la moindre négociation avec les agences de presse. Donc en fait, nous considérons que Google a eu une attitude complètement à l'encontre de la loi. Nous pensons cependant que la loi est claire, avec les rapports donc de David Assouline, mais aussi de Patrick Mignola. Et elle est claire de toute façon pour nous, elle est claire pour les parlementaires, elle est claire pour la ministre de la Culture, elle est claire pour l'autorité de la concurrence, pour la Cour d'appel. En somme, tout ergotage juridique à l'image de Google n'a qu'un seul but, c'est celui d'exclure sciemment les agences de presse du bénéfice du droit voisin pour son propre intérêt. Et c'est ce que nous voyons avec Google, mais demain, j'imagine, pour les autres plateformes.
J'en ai terminé, merci. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Laurent Bérard-Quélin, qui est président de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci de nous accueillir. Je représente donc la presse spécialisée et professionnelle, c'est-à-dire la presse verticalisée. 450 éditeurs, 450 services de presse en ligne et près de 5000 journalistes. Les journalistes, on n'en a pas encore parlé, mais c'est très important aussi dans le débat que nous abordons aujourd'hui. Je voudrais vous dire en propos liminaire que le droit voisin est un droit légitime. C'est un droit à part entière et il n'est pas à confondre avec une taxation. Il y a le problème de la taxation des revenus des GAFA, c'est un sujet, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un droit au partage de la valeur qui est créé à partir de l'exploitation de nos contenus. Deuxième point liminaire, on parle principalement de presse numérique, même si la source peut-être ne pas être une presse numérique, l'exploitation est numérique. Et quand on parle d'exploitation numérique, il faut bien avoir une vision qui n'est pas celle du journal que l'on consulte de façon transversale, mais qui est un accès à l'information verticale, qui donne une visibilité à la diversité de la presse beaucoup plus importante. Et c'est pour cela que se focaliser uniquement, comme l'a fait Google, sur la presse d'information politique et générale est un trompe-l'œil qui affaiblit la mise en œuvre de cette loi. L'union, que monsieur le sénateur Assouline appelait de ses voeux, a été de fait à Bruxelles. Tout le travail qu'on a fait avec monsieur Cavada, qu'on a rencontré à plusieurs fois et qui nous a beaucoup aidé dans ce débat, l'ensemble de la presse était unie. Nos deux organisations professionnelles, qui sont ENMA et ENPA, qui sont les deux organisations d'une part pour les quotidiens et d'autre part pour les magazines à Bruxelles, travaillaient ensemble. On est arrivé à la transposition à l'Assemblée nationale, nous étions aussi tous ensemble. Malheureusement, je suis désolé de le dire ici, mais c'est quand nous sommes arrivés au Sénat que la division est arrivée. Un premier amendement a été voté qui a voulu réserver l'accès au droit voisin à la presse d'information politique et générale. C'était un axe de travail de Google. C'était un axe de travail de Google de limiter la possibilité d'appliquer ce droit voisin à un nombre le plus restreint possible d'éditeurs. Ils ont obtenu cet amendement. Ils n'ont pas eu de chance, cet amendement a été voté un lundi. Le vendredi, nous avions, FNPS, Fédération de la presse spécialisée, notre Assemblée générale, et nous avions M. Riester qui était invité. J'ai fait tout mon discours sur ce sujet, et le ministre nous a soutenus avec M. Assouline, et nous avons obtenu un sous-amendement qui a relativisé la référence à la presse d'information politique et générale en disant que la contribution à l'information politique et générale n'était qu'un des éléments d'évaluation de la rémunération. Un élément tel que, et il y a 3 éléments qui sont cités, il y en a d'autres qui peuvent aller pour évaluer la valeur de l'information et la valeur de la rémunération qui doit être apportée aux éditeurs. Malheureusement, cette mention d'information politique et générale a été le ferment de la division. Au sein de la presse d'information politique et générale, il faut le dire, certains éditeurs, et le président actuel de la PIG, étaient pour une négociation tous ensemble, unis. Il le disait très bien, il disait on va tous discuter ensemble, on va tous négocier avec Google, et puis une fois qu'il y aura de l'argent sur la table, là on sortira les couteaux pour savoir comment est-ce qu'on va se les partager. Malheureusement, il n'a pas été suivi. Et la négociation est partie, bille en tête, uniquement avec la PIG et avec Google qui en a profité pour nous écrire, et je pense que c'est la même chose pour la presse magazine, qu'il était tout à fait prêt à signer des licences avec nous qui ne produisions pas, j'ai quelques éditeurs qui produisent de l'information politique et générale, qui sont reconnus d'information politique et générale, mais ce n'est pas la majorité de mes éditeurs, que nous faisions des contenus, que nous produisions des contenus, et nos journalistes produisaient des contenus très intéressants, tout à fait qualitatifs, mais qu'ils étaient substituables, ce qui fait quand même rire, puisque quand même l'information générale d'actualité est l'information qui est la plus substituable, puisqu'il y a énormément de producteurs, mais que la nôtre, qui était spécialisée, verticalisée, ciblée, était substituable, et que donc ils étaient prêts à signer avec nous des licences à prix nul.
des licences à prix nul. C'est écrit noir sur blanc dans les documents qui nous ont communiqués. Donc ce qu'on regrette dans l'accord qui a été signé, c'est que, même si l'APLIC s'en défend, il reconnaît en creux la position de Google qui est de proposer à la majorité des éditeurs, puisque la majorité des éditeurs et la majorité des journalistes travaillent dans des titres qui ne sont pas d'information politique et générale. C'est la majorité des journalistes aujourd'hui. Donc en creux, cet accord reconnaît que tous ces journalistes, et puisque les agences de presse ne sont pas dedans également, valent une rémunération, leur contenu valent une rémunération à prix nul. Si nous avions été unis, nous n'aurions pas été dans cette situation. Alors la situation actuelle, elle est donc qu'on est d'abord à parler d'un accord qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît cet accord, sauf les éditeurs de la PIG et l'autorité de la concurrence qui, a priori, en a eu communication. Ça n'est pas possible. Une société qui est en position dominante, avec 95% de part de marché, et qui a une responsabilité aussi importante dans la diffusion de l'information auprès des citoyens, ne peut pas signer des contrats qui ne sont pas transparents. C'est un sujet fondamental. La transparence des accords qui sont signés doit figurer dans la loi, doit être imposée. Parce que sinon, comment voulez-vous constater qu'il y a discrimination ou qu'il n'y a pas discrimination ? Alors, si c'était un petit opérateur qui a 5% de part de marché, il n'y a pas de problème. Mais quand on a 95% de part de marché, et là, on ne parle que du moteur de recherche. Si on regarde les perspectives de part de marché publicitaire aux États-Unis, Facebook et Google, c'est 70% en 2025. 70% du marché publicitaire et 95% du moteur de recherche. On ne peut pas traiter ces opérateurs comme on traite des opérateurs commerciaux classiques. On est obligé de les traiter différemment. Le deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'on rémunère ? Quelle est la rémunération dans le cadre de l'accord ? Malheureusement, ce qu'on doit constater, c'est que c'est une rémunération commerciale. Nous, ce qu'on demande, c'est une rémunération d'un droit. Là, on rémunère une prestation. Google Showcase, je fais très court. Oui, je vais vous demander de conclure par équité avec les différents Google Showcase, je fais un point très court. D'abord, on ne sait pas si l'éditeur, on ne sait pas clairement dans cet accord, si l'éditeur refuse de participer à Google Showcase, quelle est l'assurance qu'il a d'une rémunération ? Petit 1. Petit 2, un contrat que nous avons récupéré, que j'ai récupéré. Pas du tout dans le cadre des négociations avec Google, donc je suis totalement libre d'en parler. C'est un contrat Google Showcase qui inclut également Subscribe with Google, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir des abonnés via les plateformes de Google, inclut un chapitre qui fait une demi-page, qui est une licence globale de la totalité des droits à Google et à ses filiales sur la totalité de ses produits. C'est-à-dire qu'on signe un accord commercial et en contrepartie de cet accord commercial, on abandonne la totalité de ses droits. C'est ça la réalité du document qui est sur la base, c'est sur la table au départ. Je ne veux pas dire que c'est celui qui a été signé. Merci. Je vais vous demander vraiment on va s'arrêter là parce que vous avez dépassé le temps. De toute façon, il y aura une série de questions. Vous aurez l'occasion de reprendre la parole. Augustin Napels, qui est derrière son écran et qui est vice-président du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Vous avez la parole. Bonjour, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Effectivement, je représente ici la presse indépendante d'information en ligne, donc environ 200 éditeurs, dont un bon tiers reconnu d'information politique et générale, et à peu près la moitié de presse professionnelle et la moitié de presse grand public, et également de la presse locale et de la presse nationale, donc un peu toutes les familles de presse indépendantes et majoritairement en ligne. Et en quelques mots, dans le prolongement de ce qu'ont dit mes collègues Alain Auger et Laurent Bérard-Kellin, je partage une grande partie de leurs remarques et de leurs critiques sur l'application actuelle du droit voisin. Nous, les accords tels qu'ils ont été conclus à ce stade nous préoccupent beaucoup et nous inquiètent à plusieurs titres. Dans le premier titre, c'est la notion de distorsion de concurrence qui est très forte dans ces accords puisqu'elles sont réservées à une seule famille d'éditeurs que sont les éditeurs d'information politique et générale.
ce qui est dans notre compréhension du texte voté par le Sénat et de la directive européenne n'est pas prévu tel quel par la loi. Donc on est très critique sur ce point. Ensuite, plusieurs de mes collègues en ont fait état, et notamment Laurent Bérard-Calin à l'instant. On est très préoccupé que ces accords semblent être conditionnés à l'utilisation d'un produit commercial de Google Showcase, et qui notamment, lorsqu'il est couplé avec un autre produit, je suis désolé, j'entre un peu dans les détails techniques, qui s'appelle Subscribe with Google, favorise la remontée dans les résultats de recherche des éditeurs qui utilisent ces deux produits. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à un titre et que vous tapez une recherche dans Google, alors Google saura que vous êtes abonné à ce titre si ce titre utilise ces produits et vous fera remonter en priorité les résultats, ce qui donc, pour les éditeurs qui ne souscriraient pas à ces produits, peut conduire à être beaucoup moins bien référencé qu'un concurrent qui, lui, les utiliserait. Donc nous, on est vraiment très inquiets, et notre analyse, c'est que de fait, paradoxalement, ça renforce en fait la dépendance de l'écosystème de la presse à Google, alors que les droits voisins étaient censés au contraire procurer à minimum un peu plus d'indépendance de la presse vis-à-vis des plateformes. Et là, nous, on a l'impression que ça aboutit au paradoxe, que ça renforce le poids des plateformes. Donc on est vraiment très critique sur ce point-là. On est aussi critique sur l'opacité. Plusieurs de mes collègues l'ont rappelé, l'opacité est très préoccupante, puisqu'effectivement, on est face à des acteurs qui sont en position dominante, qui ont un très fort poids sur la distribution en ligne de la presse, sur la distribution numérique, et donc le fait de ne pas connaître publiquement les termes des accords et quelles conditions sont accordées à qui, c'est extrêmement préoccupant pour les éditeurs indépendants que je représente ici. Et à ce titre, pour nous, le vrai sujet dont on appelle de ses voeux que le régulateur se saisisse, c'est le caractère oligopolistique de la distribution de la presse en ligne, qui est aux mains d'un petit nombre de plateformes. Et pour nous, au-delà des droits voisins, et pour aller plus loin, il est vraiment très important qu'au niveau européen, par exemple dans le cadre des discussions qui ont cours sur le DSA et le DMA, on se penche de près sur la régulation de la distribution en ligne de la presse, ce qu'on appelle au SPIL d'une certaine façon une loi Bichet du numérique, qui permettrait de vraiment se pencher sur les conditions et ce que fait peser la démocratie, sur la démocratie, le fait que les résultats de recherche et la distribution de la presse en ligne soient vraiment d'un petit nombre de plateformes. Donc pour nous, c'est ça la préoccupation majeure. Et enfin, je souligne aussi mon accord avec Alain Auger et Laurent Bérard-Calin sur la notion du fait que c'est important que la presse soit unie. Nous, en tant que SPIL, nous avions décidé de ne pas négocier directement avec Google sur le sujet des droits voisins, considérant qu'on aurait eu un poids trop faible sur ce sujet-là, et il n'y avait pas de consensus au sein de nos adhérents sur le fait d'y aller ensemble. En revanche, on aurait été très favorable, dès lors que les droits voisins avaient été votés, à une approche sous forme, par exemple, de société de gestion collective qui aurait été négociée au nom de toute la presse auprès de Google. Donc on appelle vraiment de nos voeux une union. Et enfin, dernier point important, on pense qu'il faut analyser également les accords commerciaux qui peuvent être conclus entre Google et un certain nombre de titres sur d'autres produits que Google Showcase, parce que on sait que notamment via Subscribe with Google, il est possible que Google finance des promotions, par exemple, qui peuvent apparaître comme étant des rémunérations, je dirais, déguisées au titre des droits voisins. Donc il est important de se pencher sur l'ensemble des accords commerciaux que nous, Google, avec les acteurs, et qui leur servent, hélas, à diviser la presse. Voilà pour les quelques mots que je voulais dire sur ces accords. Merci. Merci pour chacun d'entre vous d'avoir respecté les 7 minutes attribuées. Mais bien sûr, on va ouvrir le débat avec les sénateurs maintenant, et vous aurez l'occasion, bien sûr, de revenir sur des points que vous n'avez pu aborder dans vos propos liminaires. Je vais tout de suite donner la parole à Michel Laugier, qui est rapporteur des crédits budgétaires. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des intervenants et les remercier pour la franchise de leurs propos. Je ne suis pas très surpris aujourd'hui d'entendre tous ces mots ici dans cette enceinte, parce qu'on travaille régulièrement tout au long de l'année, et on a évoqué au fur et à mesure du temps cette loi sur les droits voisins. Alors, les droits voisins, oui, juste faire quand même
un salut amical à Alain Auger, qui aujourd'hui a fait de gros efforts pour être présent parmi nous, parce que, voilà, donc il sait pourquoi, je le salue. Tout simplement, je voulais vous dire que moi, je ne suis pas très, très surpris de ce que j'entends. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une situation sanitaire compliquée, et je pense que les moyens financiers qu'on pourrait récupérer à travers cette loi sont indispensables aujourd'hui. Et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier, et je ne parle pas non plus de la fuite des recettes publicitaires. Là, on se limite aujourd'hui aux droits voisins. Mais aujourd'hui, la situation de la presse, quand même, est très, très compliquée. Moi, je voudrais juste vous dire qu'il y a une unanimité au Sénat, unanimité à l'Assemblée. Et je suis désolé que cette unanimité se soit limitée aux hémicycles. On le voit aujourd'hui, vous êtes divisés, et c'est vrai que c'est ce qui fait aujourd'hui la force des plateformes. Donc je trouve ça dommage, et je pense que on a toujours la possibilité, en politique on appelle ça un front républicain. Ben, j'attends aujourd'hui qu'il y ait un front républicain de la part des agences et des éditeurs de presse. Et je pense qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Parce que finalement, la seule chose positive qu'on peut voir depuis le début, c'est que, quelles que soient les négociations, abouties ou pas, Google a accepté de payer. Donc c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Donc je pense qu'il faut y aller. Et donc je vous dis à vous tous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut maintenant qu'on recolle tous les morceaux et qu'on reparte unis au front pour faire aboutir? On est quand même aujourd'hui scruté par le monde entier. On a été quand même le premier pays européen. Voilà, donc je veux dire, on a donné l'exemple. Donc j'espère qu'avec vous, on va continuer à donner l'exemple. Donc mon premier, c'est pas une première question, c'est presque, c'est presque l'espoir que j'ai avec vous, qu'il y ait aujourd'hui un front républicain qui permettent de pouvoir obtenir plus de choses de la part des GAFA. Ensuite, je voudrais m'adresser aussi aux éditeurs, parce que là, on parle toujours de notre système franco-français. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez aussi pris tâche avec vos collègues européens, notamment avec les éditeurs allemands, pour savoir aujourd'hui où ils en sont? Et puis, j'aimerais aussi dire à Jean-Marie Cavada, justement, puisque vous êtes quand même au cœur de ce débat, où en sont les autres pays dans la transposition? Parce que vous avez évoqué, mais c'est vrai que c'était juste dans un point liminaire, mais où en est-on aujourd'hui dans la directive et son application? Et parce que nous, pour le moment, ce qu'on voit aujourd'hui entre les éditeurs, les agences de presse, on sent que c'est un petit peu la même chose au niveau des autres pays européens. Merci. David Assouline. Oui, après vos interventions, elles révèlent exactement où nous en sommes. Donc, si on veut résumer, pour que dans la table ronde on puisse rebondir et peut-être relancer la machine, parce que j'ai cet espoir, bien entendu. Ce n'est pas vrai que l'accord partiel, pas définitif, puisqu'il n'y a pas encore l'argent, avec la presse d'information générale, c'est rien du tout. Parce que c'est vrai qu'une des choses fondamentales que niait Google, la reconnaissance d'un droit voisin et pas d'une aumône, une participation volontaire à l'information telle qu'elle concevait son rôle possible, un petit peu comme une fondation qui donnerait, parce qu'elle est pour l'information. C'était un peu l'objet de ce qu'ils avaient annoncé. On donnera 1 milliard pour le monde entier. Il y a la reconnaissance du droit voisin dans le texte que j'ai lu. Mais, alors on peut considérer que c'est un point d'appui ou que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais on est tellement loin du compte, parce que quand j'ai appris le montant, c'est vraiment, mais c'est humiliant, enfin. Mais l'État devrait vous les donner, cet argent, pour compenser le fait que vous continuez à faire front et que vous n'aviez pas accepté ces miettes qui vont être une catastrophe pour tout le monde si on les accepte.
Ça, c'est mon point de vue. Bon, moi, je ne suis pas de la presse, mais j'ai eu à négocier des choses dans ma vie. Je sais qu'il faut poser le pour et le contre. Alors, je sais très bien que la presse est dans une très grande difficulté et qu'elle va faire feu de tout bois pour avoir ici ou là un peu d'argent. Mais c'est vraiment très, très peu. Je pense vraiment que si on dédouane Google de ses obligations parce qu'ils ont donné ça, alors la victoire est à la Pyrrhus. Voilà, moi, avec l'état d'esprit que j'ai dans ce qui nous a animés pour faire cette loi, je suis d'accord, ça n'allait pas être une loi qui d'un coup allait changer du jour au lendemain. C'est un chemin long, Jean-Marie Cavada l'a dit, il y a d'autres étapes, et puis nous, on est là, on fait la loi, on sait. Et d'ailleurs, moi, je vais réfléchir à, dès la loi qui arrive, en première lecture au Sénat, je le dis là, il y a une loi qui arrive sur la protection de production audiovisuelle numérique, début mai. Je vais trouver le moyen de renforcer ce qu'il y avait dans notre loi et qui n'a pas bien été compris ou a été contourné par les autres, par Google en particulier. Et pour les agences de presse, et globalement dans le fait qu'on disait « vous devez négocier », et il n'y avait pas de pénalité derrière si ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de sanctions. Les Australiens ont mis ça. C'est-à-dire que derrière, c'est une obligation, et l'État reprend la main si cette négociation n'a pas lieu pour dire « c'est comme ça ». Et j'appelle le gouvernement de cette table ronde à ne pas regarder les acteurs en ce moment comme ils font depuis 2 ans. Et à aussi rentrer dans le jeu parce qu'ils ont d'autres moyens de négociation avec Google dans bien d'autres domaines pour les obliger à respecter la presse française. Et je les trouve complètement absents. Et ça, c'est un acteur qui manque dans le rapport de force. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier très vivement les propos du Président Cavada parce qu'il place à un niveau extrêmement important les enjeux de notre débat, et ce niveau, c'est celui de la souveraineté nationale. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui il faut traiter ce problème. L'enjeu, tout le monde l'a dit, c'est que nous ne devenions pas une colonie numérique des GAFAM, parce qu'en perdant cette souveraineté numérique, nous perdrions aussi notre souveraineté démocratique, et la représentation nationale se trouverait privée de ce qui fait son essence, c'est-à-dire l'expression populaire. Cette expression passerait à d'autres, à des groupes que je qualifie de puissances supranationales non étatiques, qui aujourd'hui sont en capacité de contester, y compris la loi. Et c'est ce qui se passe. Il y a une contestation par les GAFAM d'une loi que les 2 chambres ont votée à l'unanimité, et pour laquelle loi Google, pour ne pas le citer, considère que finalement il y a une norme qui est supérieure, c'est le contrat tel que lui peut l'imposer aux acteurs. Chers collègues, nous avons travaillé pendant 15 jours à l'approfondissement du respect des principes de la République. Là, il y a un principe de la République qui est mis en péril. C'est la supériorité du droit et de la loi sur le contrat. Je ressens une forte humiliation en tant que représentant de la nation par rapport à la façon dont Google nous a dit, avant même que la loi soit votée, que de toute façon, il ne l'appliquerait pas. Il y a un défi qui nous est lancé, chers collègues, et que nous devons relever, parce que ce qui est en jeu, c'est notre souveraineté nationale. Voilà. Et je crois qu'il faut le dire avec fermeté,
Et je suis tout à fait d'accord avec la proposition de l'honorable sénateur Assouline. Je crois qu'il faut se saisir... Non, il faut mettre les formes, on est au Sénat. Je crois qu'il faut se saisir du prochain débat législatif contre l'avis du gouvernement pour ramener dans le débat public la question fondamentale qui est celle de notre souveraineté numérique. Est-ce que nous allons accepter que Google foule aux pieds une loi votée à l'unanimité par la représentation nationale? L'enjeu, il est là, il est déterminant. Et je le répète, sur ce sujet, il y a un consensus au Sénat qui est fort. Et je rappelle, sans rougir, mon accord total avec l'expression du président Retailleau, qui à plusieurs reprises nous a mis en garde en disant qu'il ne faut pas que nous devenions les colonies des GAFAM. Et je partage. Voilà, c'est une très bonne référence. Je partage. Je regrette qu'à plusieurs reprises, le Sénat ait fait au gouvernement des propositions permettant de diminuer la supériorité technique des GAFAM en modifiant leur modèle économique. Nous avons voté à l'unanimité un certain nombre de mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme l'interopérabilité, etc. À chaque fois, le gouvernement nous a dit que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas l'occasion, que les choses allaient se régler à un niveau supérieur, à un niveau européen. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et nous montrons à chaque fois notre grande faiblesse à imposer la loi à des acteurs qui veulent absolument la fouler aux pieds. Sincèrement, chers collègues, il y a une urgence. Il y a une urgence pour notre démocratie et je crois qu'il faut prendre le débat à ce niveau-là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'éminent sénateur Ouzoulias. Moi, je rajouterais juste une question avant de vous rendre la parole. Nous avons beaucoup parlé, enfin vous avez beaucoup parlé de Google, les uns et les autres, pas des autres GAFA. Où en êtes-vous des discussions avec Facebook en particulier? Le mieux peut-être c'est 5 minutes chacun pour réagir. C'était plus des réactions d'ailleurs que des questions précises, mais vous avez compris la philosophie qui était derrière chacune des réactions. Je redonne la parole 5 minutes. Est-ce que Jean-Marie Cavada veut commencer ou au contraire conclure? Je lui en laisse. Je n'ai pas encore acquis la hauteur nécessaire à la conclusion sur un sujet qui va prendre des décennies. D'abord, ne nous flagellons pas. Oui, les débuts, c'est un premier pas. Ça n'est qu'un premier pas. Et si j'ai appelé des institutions à construire l'institut au nom duquel je vous parle aujourd'hui, Institut des droits fondamentaux numériques, qui porte un nom britannique parce que bientôt nous allons nous installer à Bruxelles, qui est l'endroit du cœur des institutions pour faire ce qu'on appelle des lois parapluies. Parce qu'après, les États fortifient, pour certains allègent au contraire, les prérogatives qui sont votées par le Parlement européen. Ce n'est qu'un début, mais ce début, il a réussi au moins dans 2 domaines. Et ceci d'ailleurs, par parenthèse, je ne suis pas franchouillard, mais je ne veux pas non plus renier la force qui était derrière. Grâce à des Français, j'ai parlé tout à l'heure de l'exception culturelle qu'on a cultivée depuis 93-95, si vous vous en souvenez, et qu'on a cultivée au Parlement européen pendant longtemps. Ça m'a pris 10 ans pour arriver à obliger, à accoucher la Commission à faire une proposition et le Parlement a essayé d'organiser enfin une majorité. Quand nous avons démarré ce travail, nous étions totalement minoritaires, franchouillards. On était reçus comme des... Et dans cette affaire, nos amis allemands, avec qui je travaille vraiment souvent, n'étaient pas aussi ardents que nous. Je ne citerai pas de nom ici, mais un des très grands titres allemands a joué double jeu, comme d'ailleurs quelques titres français. Venait me demander de durcir un texte. Le rapporteur officiel étant allemand, comme vous savez, mais c'est nous qui lui avons fait ces majorités, mais par derrière était en négociation constante précisément avec Google. Ça n'est qu'un premier pas, mais il a été réussi. Dans le domaine de la question de la rémunération des contenus de presse et des contenus artistiques, puisque ceci et cela sont totalement gigognes, et de ce point de vue-là, attention à ce qui se passe. Je le dis à votre commission, cher Président, attention à ce qui est en train de se passer à Bruxelles sur l'article 17. J'y reviendrai peut-être ou ici ou d'une autre manière à votre disposition. Ça a été aussi le cas pour la taxe
des entreprises multinationales et notamment des entreprises numériques, des GAFA, c'est encore là des Français qui ont mis le pied dans la porte. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça n'est qu'un pied dans la porte. Elle n'est pas encore ouverte. Je voudrais vous rassurer un petit peu aussi, nous ne sommes plus seuls. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à juste titre. Ma grande surprise, c'est de voir les États-Unis, dont les démocrates avaient toujours un petit peu agité la question, mais ils étaient très minoritaires. Maintenant qu'ils sont à peu près à égalité, ma grande surprise, qui a effacé une crainte, c'était de voir beaucoup de gens venus soit de chez Google, soit d'ailleurs, chez Twitter, etc., rentrer dans le cabinet du nouveau président américain ou dans quelques organisations de l'administration américaine. Les dernières informations que je possède, notamment de quelqu'un qui est franco-américain qui est dans le gouvernement des États-Unis, dont je suis très proche depuis 30 ans pratiquement, c'est que, en effet, l'administration Biden va sérieusement pousser la question de la concurrence. Vous savez qu'une multitude de procès sont en cours. Vous savez que plus de 40 procureurs généraux d'une quarantaine d'États fédérés sont solidaires de ce qu'on appelle le DOJ, le Department of Justice, le département ministère de la Justice, et aussi, ça c'est nouveau, il y a une nouvelle attaque sérieuse de la Commission fédérale, la FTC, la Commission fédérale de la concurrence. Ça veut dire que les Américains prennent le problème par la question de la concurrence. Et ce qui est en cours, c'est évidemment l'examen des conditions de rachat par Facebook de ces deux filiales qui ont été un étouffement absolu et radical de la concurrence, mais c'est aussi ce qui se passe chez Google et puis dans un autre chapitre qui est la véracité de l'information, ce qui se passe chez Twitter notamment. Ça veut dire que nous devons maintenant penser à la deuxième étape, si vous me permettez. Et la deuxième étape, je vous suggère un instrument, je m'en suggérerai deux d'ailleurs. Le site de notre institut est à votre disposition pour les positions que les uns et les autres ont besoin de défendre publiquement. Mais cet instrument, c'est l'idée que privé ou public, à partir d'un certain seuil qu'il vous appartiendrait éventuellement de fixer, de part de marché, de marketplace, comme on dit en bon franglais, à partir d'un certain seuil, avancer la notion d'intérêt général à partir de laquelle on peut éventuellement durcir les régulations. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on occupe des monopoles de cette nature, il n'est plus question des règles de fair play, de bonne volonté, Non, c'est plus du tout ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est une question aussi radicale que celle de l'approvisionnement énergétique. On doit prendre des dispositions et c'est le continent européen qui doit les prendre. Et comme toujours en Europe, c'est à l'initiative d'un État qui pousse l'épée dans le dos des institutions européennes. C'est ça qui permet d'avancer. Et j'en termine, cher Laurent, cher Président, en disant que quand je vous dis que ça n'est que le début, il faudra aller vers la question de la gestion collective des intérêts de la production de contenu, tous confondus, et non pas les accords individuels que les uns et les autres, en Allemagne, en Italie, enfin un peu partout, en Espagne, qui a beaucoup souffert de cette affaire, comme vous savez, souvenez-vous de l'histoire d'El País, il y a maintenant presque 8 ans, et non pas, disons, des accords individuels. Les accords individuels ou semi-collectifs ne sont, à mon avis, qu'une étape. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Il y a une notion, c'est la notion d'intérêt général qui doit... Alors, je ne peux pas dire service public, ce n'est pas un service public, mais c'est un service général dans l'intérêt général. Et ça, je crois qu'il faut vraiment... Là. Enfin, une dernière chose, c'est, me semble-t-il, c'est que vous aurez aussi, dans le cadre de cette affaire, à travailler sur la proposition du Digital Service Act qui, lui, veut légiférer sur les contenus. Je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est un virage historique tout à fait indiscutable, là aussi un bon premier pas. Mais comme toujours, il règne en Europe, et en France en particulier, une prosternation devant le numérique qui, moi, me stupéfie. Je ne comprends pas pourquoi on ne se comporte pas avec ces gens comme avec un voleur d'orange. Quelqu'un avait des vapeurs de jeunes filles tout à l'heure en disant qu'on volait contenu. Mais oui, ils ont été pendant 20 ans volés, pillés.
Je ne suis pas contre le numérique, je suis contre la façon dont le capitalisme numérique américain se comporte partout à travers le monde, y compris grâce aux lois qu'ils ont votées pour d'autres raisons, y compris dans un autre domaine que vous allez avoir à examiner, le fait d'autoriser une administration américaine à mettre son nez dans les données de gens qui ne sont pas américains. Et donc, je pense qu'il faut monter en puissance. L'accord existe, c'est un très bon premier pas. Ça, je suis d'accord avec vous, M. Assouline. S'il n'y avait pas eu ça, on serait encore à faire des wishful thinking. Mais maintenant, il faut aller vers la deuxième étape. Il y a la concurrence, d'une part, et il y a les contenus des services, d'autre part. Ce sont les deux grandes choses, mais vous n'êtes plus seul. Et juste une chose pour terminer. Quand on a fait le RGPD, dont j'étais aussi un des acteurs, forcément, puisque l'un va avec l'autre, on a reçu des sénateurs et des députés du Congrès américain, démocrates et républicains, qui nous ont dit comment avez-vous raisonné pour faire cette loi qui apparaissait à l'époque comme une sorte d'alpha et d'oméga, ce qui n'est pas vrai. Là aussi, ça n'est qu'un début. Il faut aller plus loin. C'est insuffisant. Et on leur a expliqué ce que vous avez dit les uns et les autres. L'information n'est pas un bien comme un autre. C'est le sang qui irrigue la démocratie. Si vous injectez dans ce sang des comportements qui ne sont pas à l'intérêt général, vous allez laisser torpiller la démocratie. Je ne suis pas en train de faire une déclaration enflammée. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole. Et par conséquent, c'est tout ça qu'il faut prendre maintenant comme quelque chose qui participe de l'indispensable souveraineté européenne et en particulier française. Jean-Raymond Hugonet, avant que vous ne repreniez la parole, Jean-Raymond Hugonet voulait rajouter une question, si elle peut être rapide, Jean-Raymond. Oui, très, très rapidement, mais en rebondissant sur les propos de Jean-Marie Cavada, que je salue au passage, dire que, et c'est peut-être le penchant professionnel de mon côté, mais se joue quelque chose qui dépasse bien tout cela, au fond du fond. Et quand on parle tous les 4 matins, surtout ici, de patrimoine, il faut concevoir que le droit d'auteur est un patrimoine français. Il est temps de le reconnaître, pour la presse comme pour la musique, que je connais mieux. Mais c'est cela qui est combattu par l'option anglo-saxonne des royalties, des royautés. Et il n'est bien évidemment, je m'associe aux propos là aussi de Jean-Marie Cavada, sur ce capitalisme qui forcément veut bouter, et depuis très très longtemps, et continuera la lutte de cette reconnaissance du droit d'auteur, voilà, pour instaurer des royalties qui sont beaucoup plus faciles à manier, bien évidemment, mais qui piétinent tous les jours le droit moral et la propriété morale. Allez, 5 minutes chacun, si vous voulez bien. Madame Braca, on va changer l'ordre, ça ne posera pas de problème. Honneur à la seule femme. Allez-y, Madame Braca. Merci. Non, je voudrais rebondir justement sur ce qu'a dit M. Cavada, M. Auger et M. Assouline. Sur la concurrence, bien sûr, c'est très très important. On attend bien sûr avec impatience la décision de l'autorité de la concurrence. Nous, enfin, Fédération, on va être auditionné le 5 mai dans le cadre donc de la procédure qui a été lancée contre les mesures conservatoires. Donc en fait, et on pense, en fait, vous avez tout à fait raison, M. Cavada, c'est en touchant au portefeuille de ces GAFAM qu'on va y arriver, certainement. Je pense que c'est le point faible, c'est l'argent de ces GAFAM. Donc je pense que l'autorité de la concurrence, si il y a une sanction forte pécuniaire, je pense que ça pourra faire réfléchir quand même pas mal Google. Alors on n'a pas, nous, Fédération, on n'a pas engagé d'autres discussions avec les autres plateformes par manque de temps, beaucoup, mais aussi parce qu'on se dit que si demain Google est condamné, ça vaudra pour les autres plateformes. Donc on enchaînera par la suite. Ensuite, sur l'histoire de l'audiovisuel, c'est vrai que l'exception culturelle marche très très bien dans l'audiovisuel. On le voit en France avec le projet de loi qui va venir chez vous, mais c'est vrai qu'il y a une protection de la production indépendante, par exemple. Il y a une protection avec des investissements qui sont faits par les diffuseurs, demain par les plateformes, avec des Cresmad, etc. Donc, il y a une véritable protection. Et lorsque M. Auger parle de Muscari, etc., pourquoi pas ? Bien sûr, la culture est très importante. Nous sommes dans une commission de la culture. Donc, l'expression culturelle est très, très importante. Mais l'information est un bien qui est aussi important que la culture et qui doit être intégré là-dedans. Et pourquoi pas avoir cette
cette pensée-là et faire une analogie entre l'audiovisuel et l'information. Et pourquoi pas, peut-être que le projet de l'audiovisuel sera aussi un moyen de rejoindre ces deux objectifs. Et enfin, sur tout ce qui est OGC, ce que vous avez dit, M. Cavada, il y a l'article 12 de la directive sur les licences collectives étendues. Il me semble que ça ne fait pas partie de l'ordonnance sur la transposition de la directive, et c'est important, parce que je reviens sur l'article 10 quater de la loi LCAP, pardon, ça remonte à 2016, mais il y avait cette disposition-là qui permettait aux photographes d'être rémunérés par les moteurs de recherche, qui n'est pas effective aujourd'hui, parce qu'il y a une obligation de convention collective, de gestion collective, et cet article 12, s'il était transposé en droit français, permettrait justement de contourner ça et de rendre le droit moral, le droit d'auteur effectif pour les photographes en particulier, un peu pour tout le monde. Et puis, ça permettrait à nous, éditeurs et agences de presse, d'avoir des licences de gestion collective étendues pour tout ce qui est, en fait, pour traiter avec les GAFA. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci. Je crois que Monsieur Friss. Allez-y, Monsieur le Président. Bien, deux, trois petits points. Je pense que on a parlé de la division des acteurs. Je crois que la source de la division, c'est la posture mentale dans laquelle certains se sont mis, qui a consisté à raisonner en termes d'enveloppe budgétaire. Alain Auger a très bien dit qu'au fond, très tôt, Google a mis une somme sur la table et a commencé de la répartir entre pays et en choisissant ses cibles. Et en fait, on peut dire que Google a précuit le gâteau et ensuite le répartit, alors que l'esprit de la directive et de la loi, c'était qu'on cuise le gâteau tous ensemble. Et plutôt que de partir d'une enveloppe fixe à se répartir, il fallait vraiment qu'on essaye d'élargir tous ensemble la taille du gâteau. Je ne sais pas si c'est encore possible. Vous appelez à un front républicain, j'ai un peu des doutes parce que le train est passé d'une certaine manière. Une grande partie des acteurs ont signé. Bon, j'espère que j'ai tort. Vous avez posé également la question de savoir ce qui se passait dans les autres pays européens. Je pense que la France était très observée et que malheureusement, voyant ce qui se passait, beaucoup de pays retiennent les mauvaises leçons. Je parle, pardon de voir ça à ma porte, les agences ne sont pas du tout confortées dans les textes de transposition qu'on peut voir en Italie et en Allemagne, parce que là aussi c'est la même approche budgétaire, et pour une raison que vous allez tout de suite comprendre, c'est que très souvent les éditeurs sont les actionnaires des agences. Ils sont dans la même logique, c'est eux qui dominent, et ils disent aux agences, je le sais, on a des témoignages des patrons des grandes agences italiennes, allemandes, qui disent, mais nous, on n'a rien à dire, puisqu'on nous a fait comprendre que le gâteau revenait aux éditeurs. Même logique idiote, malthusienne, contraire à l'esprit de la loi. Dernier point, le sénateur Assouline a parlé du poids du politique. Moi, j'ai regardé avec attention le cas australien, et je tire mon chapeau à toute la classe politique australienne qui a été unie devant des menaces de boycott et un passage à l'acte, et qui a réussi à retourner la situation. Donc il faut, oui, qu'il y ait du poids politique qui soit mis dans cette négociation. Merci. Qui veut intervenir ? Monsieur Bérarquet. Merci. Deux, trois petits mots. Donc, revenir effectivement sur le fait que vous votez la loi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais le périmètre de la loi, c'est Google qui l'a décidé. Et c'est Google qui l'impose. Donc, il exclut la presse qui n'est pas d'information politique et générale, il exclut les agences. C'est lui qui détermine le périmètre. C'est lui qui détermine aussi, effectivement, l'évaluation. Je vais vous donner un exemple de négociations qu'on a menées où on a été unis. Vous connaissez tous probablement le Centre français du droit de copie, qui est une société de gestion collective qui a été mise en place et avec lequel nous avons, au début sur la reprographie, avec lequel après nous avons développé la rémunération pour l'utilisation de nos contenus dans les panoramas de presse, notamment professionnels. On a été tous autour de la table. La PQN, la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse magazine, etc. On a eu exactement la même négociation parce qu'en face de nous, on avait des annonceurs. C'est-à-dire qu'on avait des banques, on avait des fabricants de voitures, etc., et qui nous disaient « mais on fait des panoramas de presse, mais on ne va pas vous payer pour vos contenus parce qu'on annonce déjà dans vos pages ». On a tenu bon. On a dit il y a la négociation commerciale
sur la publicité, c'est une chose, mais là, il y en a un droit. Vous nous pillez, vous nous volez, ça ne peut plus durer. Aujourd'hui, ça rapporte à la presse 20 millions par an. Et ça fait, on était en 2000, ça fait 20 ans que ça dure. 20 millions par an, c'est-à-dire le double de ce qui a été négocié dans le contrat, d'après ce qu'on sait, dans le contrat sur les droits voisins qui a été signé avec la PIG. Quand on est unis, on est fort. Et le marché, je vais vous faire rire, le marché est évalué, on a refait une étude récemment, à 200 millions à peu près, 200-220 millions. C'est-à-dire qu'on prend 10% du marché. Aujourd'hui, on est à 10 millions et Google, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sur la France. Un petit mot sur la transparence. Je réinsiste sur cette nécessité de transparence des contrats et je fais un parallèle avec les algorithmes. Tout le monde discute sur le fait que les algorithmes détenus et utilisés par ces plateformes, par ces GAFA, doivent devenir transparents, ou en tous les cas en partie transparents. C'est la même chose sur les contrats. Si vous réfléchissez sur les algorithmes, il faut réfléchir là-dessus. Revenir sur la gestion collective. Effectivement, la gestion collective, éventuellement obligatoire, il faut y réfléchir. La gestion collective obligatoire, ça permet de séparer le commercial de l'application du droit. Les négociations commerciales sont en dehors de la gestion collective et l'application du droit d'auteur se fait dans la gestion collective. Ça permet aussi de contourner un problème qu'on a, c'est le problème des ententes. C'est-à-dire que si on se met tous d'accord, Google va venir nous chercher, probablement, tous les cabinets d'avocats nous ont mis en garde là-dessus, sur le terrain de l'entente, en disant si vous vous mettez tous d'accord, pour venir négocier avec nous, vous allez former une entente. C'est d'ailleurs un point sur lequel Google était intervenu contre le SNE, le syndicat national de l'édition, quand ils avaient cette bataille sur le prix unique du livre, l'application du prix unique du livre sur les plateformes numériques. Donc la gestion collective, ça permet de contourner ce problème d'entente, puisque par définition, la vocation de la gestion collective, c'est de s'entendre tous ensemble pour aller négocier des droits au nom de tous. Et en l'absence de gestion collective, dernier point là-dessus, ce sont les gros qui bénéficient de l'opération. Je pointe personne du doigt, mais les premiers à avoir signé dans tous les pays, les premiers bénéficiaires des plus grosses enveloppes dans tous les pays, ce sont les plus gros éditeurs et qui ne sont pas toujours détenus par des entreprises dont c'est le principal de l'activité. Je n'en dirai pas plus. Et la dernière chose à vous dire, le dernier message, dans tout ce que vous allez faire, et notamment dans l'article 17, on n'a pas parlé de l'article 17, vous parliez des autres plateformes avec qui on négociait. Pour négocier avec Facebook, moi je ne suis peut-être pas un bon juriste, mais je ne vois pas très bien comment le droit voisin va s'appliquer à Facebook. Je vois très bien comment l'article 17 va s'appliquer à Facebook. C'est-à-dire la possibilité pour les plateformes de signer des licences avec les détenteurs de droits pour permettre à leurs utilisateurs de mettre des contenus protégés sur Facebook. Voilà. Mais ça, c'est l'article 17, ça sera dans une ordonnance. Vous aurez quand même à adopter l'ordonnance. Et là, j'attire votre attention sur d'éventuelles législations futures pour renforcer le droit voisin ou sur l'article 17, pour prendre en considération cette nécessaire union, c'est-à-dire l'ensemble de la presse, l'ensemble des journalistes, l'ensemble des éditeurs. Ne créez pas à la source, dans les textes, un point de division qui sera exploité par les personnes avec qui nous allons négocier. Non, mais voilà, ça arrive. Il y a sur le terme de l'information politique et générale, souvent une volonté de diviser, une notion qui n'existe pas en droit européen. Nos homologues européens, vous parliez, c'est très important, ils ne savent pas ce que c'est que l'information politique et générale. Ça n'existe pas, il n'y a aucun texte qui en parle. Merci. Alors, chacun des intervenants veut parler. On va commencer par M. Auger. J'ai l'impression que M. de Keraoul veut terminer, veut conclure. Allez-y, M. Auger. Merci, Monsieur le Président. En réalité, vraiment, je consonne absolument avec les propos tenus dans cette enceinte. Et je remercie mes confrères du Spiel et mon ami Laurent Bérard-Quélin de tout ce qu'ils ont dit. Je consonne absolument. Donc, pour être très clair, nous, le SEPM, nous, Front républicain, c'est un grand mot et c'est un peu politique, mais clairement aujourd'hui, très officiellement, très solennellement, j'appelle la PIG à renoncer à son accord avec Google et à venir réunir avec les agences de presse, avec le Spiel, avec la FNPS et avec le SEPM, de reformer un front unique de négociateurs vis-à-vis de Google.
Je pense que c'est absolument décisif et que l'APIG porterait une responsabilité politique qui la dépasse, qui dépasse même notre pays. Jean-Marie Cavada l'a très bien dit, la France est observée. Donc là, il y a des moments où il faut faire face à sa responsabilité et au-delà de son petit business, il y a une question d'intérêt général et je pense que nos grands quotidiens doivent absolument se saisir de cet intérêt général. Donc vraiment, je lance très solennellement cet appel à la PIG pour qu'elle arrête dans son errement. Ensuite, je crois que ce qui a été dit est absolument fondamental, cette idée qu'il faut dépasser l'opposition publique-privée qui a épuisé le XXe siècle pour arriver à cette idée novatrice du XXIe siècle d'intérêt général et d'importance des acteurs en fonction, au regard de ça. Un challenger a beaucoup plus de droits, de liberté, de capacité et même de filouterie possible. Un acteur installé qui est monopoliste, lui, il est porteur de l'intérêt général. Il doit absolument assumer cette position d'intérêt général qui est le fruit de son mérite. Et donc, effectivement, tout ce qui a été dit doit absolument être fait et utilisé. Cette idée d'utiliser la loi audiovisuelle que monsieur le sénateur proposait et d'essayer de transposer ce droit de l'exception culturelle audiovisuelle vers le droit de l'information, ça me paraît très bien. Quand on dit que l'information, l'approvisionnement en information est aussi essentiel à la démocratie que l'approvisionnement énergétique, ça me paraît tout à fait bien. Et donc là aussi, je pense qu'il y a matière à un très beau travail législatif, une très belle initiative sénatoriale sur ce point-là. Nous la soutiendrons évidemment absolument. Nous sommes en lien permanent au SEPM avec la SACEM et le CFC. Nous appelons de nos voeux la formation effectivement d'un organisme de gestion collective dédié à cette collecte du droit voisin et à sa répartition. Je pense que c'est la seule façon de s'en sortir, comme l'a dit excellemment Laurent. De toute façon, si on veut éviter la faute de quart que constituerait une entente illicite aux yeux de Google, nous devons passer par cette exception de l'organisation de la gestion collective. Ça me paraît là aussi très, très important.